Washington, Raymond Barre dresse pour Antenne 2 le bilan de son voyage aux États-Unis. Tennis, la France éliminée par l'Italie en Coupe Davis 3-0. La suite de notre enquête, les experts jugent l'économie française. Ce soir, Alain Cotta est l'invité du journal. Bonsoir. Avant de développer ces titres, tout de suite cette information concernant la politique française. Les radicaux de gauche sont prêts à reprendre sans tarder les négociations avec le Parti communiste et le Parti socialiste. C'est ce que vient d'annoncer en effet M. Robert Fabre, le président des radicaux de gauche. Ces négociations n'ont jamais été rompues, mais suspendues, a-t-il dit. Par ailleurs, dans la journée, nous avions appris que communistes et radicaux de gauche s'étaient rencontrés vendredi pour négocier la reprise du sommet de la gauche. Ajoutons à tout cela que Charles Fitterman a réexpliqué que les communistes étaient prêts à rouvrir les négociations et que M. Pierre Bégré-Gauvois déclarant pour le Parti socialiste que les socialistes étaient prêts, eux aussi, à reprendre la négociation à trois. Les choses semblent donc évoluer avant même le comité directeur du Parti socialiste qui doit se tenir, je vous le rappelle, le lundi après-midi. Tennis maintenant. La Coupe Davis, c'est fini pour la France. Évanoui le beau rêve de Saladier d'Argent. L'Italie, tenante du titre, mène déjà par 3-0 dans la finale de la zone européenne. Patrice Dominguez, qui s'est bien battu hier, n'a pas pu résister au 5e set à Adriano Panatta. Même scénario cet après-midi pour François Geoffrey, battu dans la 5e manche par l'Italien Barazzuti. Restait le double, 4-7 ont suffi, l'Italie a gagné et s'est qualifiée comme l'année dernière pour la finale de la Coupe Davis 77. Victoire méritée, même si en marge du sport, un trublion joufflu est venu créer des incidents sur le court central de Rome, démontrant une fois de plus qu'en tennis, comme dans beaucoup d'autres sports, l'argent a toujours son importance. Regardez bien. Face à Barazzuti, qui possède un tennis très brillant du fond du court, Geoffrey se devait de monter au filet le plus souvent possible. Mais la surface, devenue très lente après l'orage qui s'était abattu ce matin à Rome, rendait les attaques du Français moins percutantes et permettait à l'Italien d'aligner les passing shots. Enfin, troisième raison, le coup droit de Geoffrey, reconnu comme étant sa meilleure arme, était déréglé à tel point que le Français allait mettre beaucoup de balles dans le filet ou hors des limites du court. Après cette défaite, il restait pourtant une petite chance aux Français de renverser la situation dans le double. Mais les Italiens allaient l'emporter finalement en 4-7, se montrant surtout les meilleurs serveurs. La mise en jeu de Dominguez et de Geoffrey dépassait à peine la moitié du carré de service et permettait aux Italiens d'effectuer des retours très souvent gagnants. Cela contrastait en tout cas avec les services de Bertolucci qui poussaient sans cesse nos représentants à la faute. Oui, un petit problème de son nous a privé au début de ce sujet, ce reportage sur le tennis, du commentaire d'Hervé Dutu. Je voulais simplement vous expliquer que le troublion joufflu avait la particularité d'être payé par la Fédération italienne de tennis pour provoquer des incidents pendant le match. Mais je pense que nous aurons l'occasion dans les semaines à venir de revenir sur cette affaire. Monsieur Raymond Barre est actuellement quelque part au-dessus de l'Atlantique, à bord de Concorde. Après 3 jours passés à Washington, le Premier ministre revient à Paris ce soir. Et à n'en pas douter, les entretiens entre Raymond Barre et le président Jimmy Carter et ses collaborateurs ont permis de resserrer un peu plus les relations franco-américaines. On se comprend, semble-t-il, de mieux en mieux de part et d'autre de l'Atlantique. Juste après le dernier entretien entre Raymond Barre et Jimmy Carter, Jack Segui, notre correspondant permanent à Washington, a demandé au président américain si un voyage en France dans les prochains mois serait une bonne démarche à la veille des élections législatives.
Je ne veux pas du tout intervenir dans les élections françaises. Et si j'allais en France, je ne voudrais pas que mon voyage soit interprété comme une ingérence de notre part. Les Français ont trop le sentiment de l'indépendance pour savoir faire eux-mêmes leurs propres choix. Et notre ingérence, comme on l'insinue parfois, ne donnerait rien de bon. Mon voyage aurait même un effet contraire. Les liens entre nos deux pays sont trop profonds pour qu'ils soient affectés dans l'avenir, mais nous espérons que la démocratie prévaudra en Europe. Nous croyons que les Européens sauront faire leur choix et la force des gouvernements démocratiques actuels est le meilleur moyen de limiter le rôle des communistes. Quelques minutes avant de prendre le Concorde, M. Raymond Barre a dressé un premier bilan de son voyage aux États-Unis en répondant aux questions de Louis Berriot. Il semble que le professeur Barre ait eu un certain succès d'estime aux États-Unis. J'en juge par votre prestation hier au National Press Club et puis les déclarations élogieuses du président Carter. Est-ce que le président Carter vous paraît être un bon élève? Je n'aurais pas l'outrecuidance de dire si le président Carter est un bon élève ou non. Parce que vous savez qu'un professeur tend toujours à se considérer d'abord comme un élève avant d'être un professeur. Par conséquent, je me suis considéré moi-même comme un élève en face du président Carter. Nous avons échangé nos expériences et nous nous sommes efforcés de nous comprendre mutuellement. Je dois dire que sur le plan intellectuel comme sur le plan humain, cela n'a pas été difficile. Comment la France vous paraît-elle vue, ressentie par les dirigeants américains? Je l'ai dit au National Press Club, la France a paru parfois aux États-Unis comme une alliée difficile et irritante. Je crois que ce sentiment est en train de s'estomper. Non pas du tout comme de bonnes âmes ou de bons esprits tentent à le faire croire parce que la France a modifié sa politique, mais tout simplement parce que nos partenaires et nos amis ont mieux compris quelle était l'inspiration de notre politique, quelles étaient les raisons pour lesquelles nous adoptions sur certains points des attitudes qui n'étaient pas forcément les leurs, et ils ont pu se rendre compte que la France avait, dans certains domaines, à diverses reprises, pris des positions qui paraissaient être des positions originales et d'avant-garde, et desquelles ils se sont ultérieurement rapprochés. Prenez le cas des problèmes du Moyen-Orient. Je crois donc que ce qui caractérise à l'heure actuelle les relations franco-américaines, c'est une compréhension mutuelle de nos convergences et de nos différences. Et ceci a un excellent résultat. C'est que, comme nous sommes d'accord sur les objectifs fondamentaux que nous devons rechercher sur le plan mondial, nous sommes en mesure de mieux adapter nos politiques à ces objectifs, de nous enrichir de nos différences et par conséquent d'être plus efficaces au service de la paix et de l'équilibre international. Les bons esprits que vous évoquez souvent ont parlé d'électoralisme à propos de votre visite. Il ne manque jamais une occasion de se signaler. Jamais. Alors, si je galège, rapportez-vous beaucoup de voix? Ce n'est pas ma préoccupation. Je ne suis pas venu ici, comme disent nos amis américains, fishing for votes. Certainement pas. Je suis venu, comme Premier ministre du gouvernement français, à l'invitation du président des États-Unis, discuter de problèmes bilatéraux, ils sont très peu nombreux, et des problèmes multilatéraux pour la solution desquels la France et les États-Unis peuvent jouer un rôle très important. Vous n'avez pas du tout parlé de la politique française? Je n'ai pas parlé de la politique française. Je peux vous dire que j'ai appris, après mon départ de la Maison-Blanche, la déclaration que le président Carter avait faite à ce sujet. Il ne m'en avait rien dit. Il ne m'avait pas dit non plus qu'il comptait faire une telle déclaration. C'est vous dire que l'un comme l'autre, nous nous sommes conduits de la manière qui convenait.
Le communiqué de la Maison-Blanche sur le Concorde apparaît comme étant un pas en avant fait par l'administration américaine. C'est comme ça que vous le ressentez? J'espère que des décisions positives interviendront. Je n'en doute pas, car notre dossier est très bon. Je répéterai une fois de plus ce que j'ai dit hier. Ce n'est pas un problème technique, ce n'est pas un problème commercial. Bien sûr, il y a des aspects techniques et commerciaux. C'est avant tout le point de savoir si certaines valeurs fondamentales qui président aux relations internationales seront ou non respectées. Nos amis américains parlent toujours de la fair competition, de la concurrence loyale. Eh bien moi, qui connais bien ce pays, je crois que les États-Unis sont très fidèles à un certain nombre de principes et de valeurs. Et je suis persuadé qu'après de nombreuses difficultés, de nombreuses péripéties, ce sont ces valeurs qui l'emporteront. Je serais bien déçu si tel n'était pas le cas. Au cours de ces entretiens avec le président Carter, M. Raymond Barre a bien évidemment parlé des problèmes économiques dans les pays occidentaux, de la relance en particulier, ce mot que le Premier ministre n'a pas voulu employer récemment, préférant parler de mesures de soutien à l'économie. En revanche, au Japon, son homologue, M. Fukuda, lui, n'a pas hésité. Il vient de mettre au point un plan de relance très important. Dans la série de nos reportages diagnostiques sur les économies étrangères, après l'Allemagne fédérale, les États-Unis, l'Italie et la Grande-Bretagne, voici ce soir le Japon et sa situation très particulière. Ici, tout paraît cher. Et les étiquettes d'un marché de Tokyo feraient sursauter une ménagère française. Un seul exemple, le beefsteak, qui coûte l'équivalent de 200 francs le kilo. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au Japon, tout est pénalisé par l'absence de matières premières et surtout d'énergie. Les Japonais achètent à l'extérieur et ils payent avec leurs exportations. Mais aucune économie ne peut reposer uniquement sur le marché extérieur. Et le moteur le plus puissant reste la consommation des Japonais eux-mêmes. La crise de l'énergie a pesé très lourdement sur les prix, alors les consommateurs sont moroses et les investissements aussi. La confiance se manque dans deux domaines très importants. Premièrement, l'investissement privé est stagnant et la consommation particulière est stagnante. On n'est pas certain de l'avenir. Difficulté supplémentaire, la monnaie. Le yen a tendance à monter, ce qui est très mauvais pour les sacro-saintes exportations. Et le Japon dépense beaucoup d'argent pour retenir sa monnaie. Mais même avec des exportations records, l'économie du pays risque de boiter tant que la consommation intérieure ne sera pas relancée. Pour cela, le gouvernement de M. Fukuda vient de frapper un grand coup. La semaine dernière, il a annoncé une injection de fonds publics de 2000 milliards de yens, c'est-à-dire 37 milliards de francs. L'État va financer une masse de travaux publics, canaux, chemins de fer, et consentir d'énormes prêts au secteur privé. Pour relancer le marché intérieur, c'est la méthode la plus simple et la plus efficace. Mais elle coûte très cher. Le déficit du budget de l'État va augmenter d'un seul coup de 20%. Dans 15 jours, la Diète, c'est-à-dire le Parlement japonais, doit se prononcer sur cette rallonge sans précédent. Elle devrait relancer le marché intérieur et avoir aussi une influence favorable sur l'emploi, car il y a tout de même 1 million de chômeurs au Japon. En tout cas, ce gâteau de 37 milliards a ramené le sourire dans les milieux d'affaires. Il y a 2-3 semaines, nous étions assez pessimistes. Mais maintenant que le gouvernement japonais a annoncé un ensemble de mesures en 7 points destinant à stimuler les conditions économiques, nous sommes maintenant moins pessimistes. Désormais, si ce plan de relance réussit, les grandes entreprises japonaises, rassurées à l'intérieur, seront encore mieux placées pour se livrer vers l'extérieur à leur occupation favorite. Exporter, exporter, exporter toujours. L'économie en France maintenant, vous savez que depuis le début de la semaine, chaque soir, nous avons eu rendez-vous avec un spécialiste de l'économie pour dresser une sorte de bulletin de santé de l'économie française. Suite et fin ce soir avec le diagnostic d'Alain Cotta, professeur à Paris 9, à Paris Dauphine. Question simple, Alain Cotta, comment se porte pour vous l'économie française en septembre 77 ? Pour juger de la santé d'une économie, notamment l'économie française, je crois qu'il faut envisager successivement les 3 points essentiels, que sont l'inflation, le chômage et la balance des paiements.
En ce qui concerne l'inflation, on peut dire que ça va bien. L'inflation est à 10%, certes, mais personne n'avait jamais songé qu'elle pût être inférieure à ce chiffre. En ce qui concerne le chômage, ça va pas très bien. Je dirais plutôt mal. Chacun s'attendait à une montée du chômage, mais cette montée est forte, plus rapide que prévu, notamment dans un certain nombre de secteurs. Je veux parler des jeunes. En ce qui concerne la balance des paiements, alors la situation est franchement mauvaise, elle. Elle est franchement mauvaise dans la mesure où la preuve est désormais apportée que l'économie française ne peut pas réaliser une balance des paiements simplement suffisante, simplement équilibrée, dès qu'elle se met à croître un peu vite. On réalise cet équilibre lorsque la croissance est nulle. Dès que nous essayons de croître à 1, 2 ou 3%, nous constatons immédiatement un déficit important de cette balance des paiements. En cette semaine encore, vous teniez une conférence de presse à propos du redéploiement industriel. Est-ce que vous pensez que l'industrie française est de taille à nous apporter une croissance minimum dans les prochaines années? La réponse sur ce point, et c'est ce qui justifie cette conférence de presse, est négative. Dans l'état actuel des choses, non. Et pour une raison fondamentale. Chaque fois que l'on distribue 100 francs de revenus aux Français, ils en importent 22, 23 ou 24 francs. Par là même, il faut les obliger, les habituer, les rendre capables d'exporter 22, 23 ou 24 francs. Et l'on voit bien que cette condition est une des conditions, même la condition essentielle, apportée à la solution d'autres problèmes comme le chômage. On sait désormais comment réduire le chômage dans n'importe quelle économie. Par un déficit budgétaire important, on peut toujours distribuer les emplois. Mais dans la mesure où cette distribution d'emplois aboutit à une hausse des importations systématiquement plus grande que la hausse des exportations qui suit, un déficit de la balance des paiements s'installe et par là même l'économie est obligée de réduire et sa croissance et par là même d'augmenter son chômage. Vous êtes un économiste sans attache politique aucune, mais est-ce que vous ne pensez pas que dans le programme commun, par exemple, il y a quand même des propositions intéressantes? Oui, bien sûr, mais je crois qu'il y a des propositions intéressantes dans les deux programmes. Mais ça ne me suffit pas. Je pense au contraire que l'opposition entre les deux programmes désormais est une fausse opposition. Fausse opposition dans la mesure où aucun des deux ne traite du problème fondamental qui est bien celui-ci. Comment réinstaller l'économie française dans un monde en mutation? Comment faire effectuer par les Français ce que l'on appelait ce transfert, né de la hausse des prix pétroliers, de la hausse d'un très grand nombre d'autres prix, notamment de celui des matières premières? Comment rendre donc son industrie apte à améliorer sa compétitivité? Je crois que c'est le problème essentiel qui est aujourd'hui posé aux Français et aucun des deux programmes n'a sur ce point, à mon sens, de propositions vraiment intéressantes. Et puis, ajouter à ce que vous venez de dire, Alain Cotta, les chiffres que l'on découvre dans le rapport économique et financier joint au budget de l'État pour 1978, le taux de croissance de l'économie française ne sera que de 3% cette année. Les dernières estimations parlaient de 4,8%. Donc le gouvernement a dû réviser un bon nombre de ses prévisions en baisse. Exemple, la croissance de la consommation des ménages ne dépassera pas 3%, alors que l'on avait prévu 4,1% en septembre dernier. Dans ce bilan décevant, seules les exportations font bonne figure. Elles auront augmenté de 6,6% en 1977. Les chiffres encore publiés par la CGT cette fois, au mois d'août, selon la CGT, il y avait en France 1 461 077 chômeurs. Jamais la situation de l'emploi n'a été aussi mauvaise, explique la CGT. Le Tonnant. Le Tonnant a été lancé ce matin à Cherbourg. Le Tonnant, c'est le 5e sous-marin nucléaire français qui porte tous d'ailleurs des noms plus impressionnants les uns que les autres. Le Redoutable, que vous voyez ici sur ces images, le Terrible, le Foudroyant et l'Indomptable. Le Tonnant, qui mesure 128 mètres de long et se propulse à l'aide d'un réacteur à uranium enrichi, doit pouvoir atteindre des vitesses supérieures à 25 nœuds en plongée à 400 mètres. Et comme le Redoutable, le Tonnant sera équipé de missiles dont la charge nucléaire avoisinera la mégatonne. Ce sous-marin sera mis en service vers la fin de 1978. Les Chinois viennent de faire exploser leur 22e bombe atomique aujourd'hui. Une expérience effectuée avec succès, dit-on à Pékin. La dernière explosion, une bombe à hydrogène, datait de novembre 1976. La première explosion a eu lieu en octobre 1964. Hervé Claude, sur nos Telex, une information vient d'arriver. Oui, effectivement, j'apprends à l'instant que M. Moshe Dayan, le ministre israélien des Affaires étrangères, a décidé de rentrer en Israël ce soir au lieu de s'envoler pour New York. Il semble donc qu'il annule, ou tout au moins qu'il reporte la visite qu'il devait faire aux dirigeants américains, et cela parce qu'Israël est opposé à la présence d'une délégation arabe unique à la conférence de Genève. Merci Hervé.
Les journaux du monde entier ont rivalisé ce matin d'épithètes pour commenter la mort de Maria Callas, la cantatrice, un mythe, une diva, une déesse, un génie, la prima donna. De très nombreux télégrammes sont arrivés à son domicile parisien, avenue Georges Mandel, et un dernier hommage lui sera rendu mardi prochain dans l'église grecque orthodoxe de la rue de Bizet à Paris. Maria Callas sera incinérée au Père-Lachaise. Des informations que l'on ne trouve pas encore dans J'informe, ce journal, et pour cause, puisque ce nouveau quotidien du soir ne sera mis en vente que lundi prochain. C'est la deuxième grande naissance de la rentrée dans la presse, après l'hebdomadaire VSD, vendredi, samedi, dimanche, dont nous vous avons parlé la semaine dernière. Voici maintenant un journal dirigé par Joseph Fontanet, l'ancien ministre centriste. Un journal qui sera tiré à 300 000 exemplaires et qui, d'ores et déjà, a beaucoup d'ambition. Un récent ancien ministre, une équipe en parodiant, on pourrait dire. Ils partirent 500, mais par un prompt renfort, ils se virent 3000 en arrivant au port. Joseph Fontanet, le patron de J'informe, est ce que l'on pourrait appeler une locomotive. Il draine les capitaux, il représente les idées. Après avoir perdu son mandat de député, il est, on pourrait dire, en disponibilité. J'informe, quotidien du soir, il sera sur le marché à partir de lundi après-midi. Aujourd'hui, cette nouvelle entreprise de presse compte une soixantaine de journalistes pour un total de plus ou moins 130 employés. Son marché, son objectif, une clientèle de cadres, son concurrent direct, Le Monde, bien sûr, une institution contre laquelle il sera très difficile de lutter. Un journal ne doit pas être une institution. Un journal, ça doit être quelque chose qui répond aux besoins du public, et ces besoins étant variés, étant divers, je ne crois pas qu'un seul journal puisse prétendre répondre à tous les besoins de tous les publics. Après 30 ans de vie publique, il apparaît clairement que vous n'êtes pas un homme de gauche. Est-ce que J'informe sera un journal de droite? Écoutez, je ne pense pas non plus que l'on puisse me taxer d'homme de droite. Toute ma vie politique a été marquée, je crois, par un certain nombre de soucis prédominants, notamment dans le domaine social ou dans le domaine de la construction de l'Europe, qui ont fait qu'on ne m'a jamais classé comme un conservateur ou un traditionnaliste. Mais aujourd'hui, je suis un homme de presse. Et c'est un journal que je vais faire. Ce n'est pas un bulletin de parti politique ou ce n'est pas une feuille préélectorale. Vous dites qu'il traitera d'une actualité politique sereine. Est-ce que ça signifie qu'on pourra prendre à gauche ce qu'il y a devant et à droite inversement? Je crois qu'un journal doit avoir une ligne, un journal doit avoir une cohérence, mais que cette ligne et cette cohérence ne doivent pas se définir par rapport aux options de tactique politique. Vous faites le pari le plus difficile, en fait, celui de ne pas avoir à vendre un manifeste ou un programme commun. Oui, mais est-ce que ça n'est pas précisément ce qu'une bonne partie du public attend? En tout cas, le choix du titre, dans ce qu'il contient de promesses, laisse apparaître les ambitions du journal. Quant aux financiers, il se situe dans les secteurs des grandes banques, des grandes industries ou du patronat français. En fait, J'informe devrait avoir les moyens de s'imposer. Ses responsables ont le temps, et le temps, c'est l'argent. Voilà, après être passé au kiosque pour ce nouveau journal, je vous invite maintenant à passer à table. Enfin, c'est une image, car il s'agit de parler de cuisine et de grande cuisine, avec un repas que certains ont qualifié, après, de déjeuner du siècle. Imaginez 11 des plus grands chefs d'orchestre du monde, ou 11 des plus grands peintres, qui travailleraient un jour ensemble sur un thème commun et qui ensuite compareraient leurs œuvres. Eh bien, c'est ce qui s'est passé au Pré-Catelan la semaine dernière pour 11 toques fameuses. Le thème, c'était des vins sélectionnés. Les 11 maîtres queux ont composé autour d'eux 11 menus fantastiques. Et par bonheur, j'ai pu juger sur pièce. Comme des druides ou des magiciens à la veille d'une cérémonie secrète, ou tout simplement comme des sportifs préparant un match capital, les 11 chefs, avant de passer en cuisine, s'étaient mis au vert ce matin-là sur les pelouses du Pré-Catelan. 11 toques, 11 rois de la cuisine pour un déjeuner de prince. Copains, complices, mais concurrents aussi. Tradition oblige, avant le match, j'entends avant le déjeuner, photo de famille. Trois gros, Barrier, Chapelle, Guérard, Laporte, Le Nôtre, Houtier, Verger, Bocuse et Aberlin, ils sont tous là. Excusez-moi, s'il vous plaît. Une photo qui restera le seul souvenir tangible lorsque, après le repas, Omar, Caille et autres perdreaux auront disparu pour l'éternité.
Les chefs sont au piano, les fourneaux en langage de cuisine, l'œil et la main à tout. Noix de beurre par-ci, pincée de sel par-là. Ils expliquent que la grande cuisine, ce n'est pas forcément du foie gras ou du caviar hors de prix. La grande cuisine, ça peut être un merlan, ça peut être un hareng, ça peut être une pomme de terre, ça peut être un céleri. Grande cuisine ne veut pas dire produit cher. Et justement, les gens confondent très souvent, en parlant de grande cuisine, on peut faire de la très très bonne cuisine et même de la grande cuisine avec de simples produits. Le tout, c'est de bien le faire cuire parce que finalement, un pot au feu peut être de la très grande cuisine si c'est bien fait. Et vous pensez que votre cuisine à vous, votre façon de faire, les ménagères peuvent le copier et peuvent le faire aussi ? Oui, bien sûr. Et qu'est-ce qu'il faut qu'une ménagère fasse? C'est surtout savoir acheter. Le matin, quand elle va au marché, c'est de ne pas vouloir un tel produit. C'est d'abord tourner un petit peu dans son marché, voir ce qui s'y passe. Et obligatoirement, le plus cher n'est pas le meilleur. Conseil pratique, respectez les saisons, disent ces maîtres queux. Pourquoi manger des fraises en Bien fait. Et vous pensez que votre cuisine à vous, votre façon de faire, les ménagères peuvent le copier et peuvent le faire aussi? Oui, bien sûr. Et qu'est-ce qu'il faut qu'une ménagère fasse? C'est surtout savoir acheter. Le matin, quand elle va au marché, c'est de ne pas vouloir un tel produit. C'est d'abord tourner un petit peu dans son marché, voir ce qui s'y passe. Et obligatoirement, le plus cher n'est pas le meilleur. Conseil pratique, respectez les saisons, disent ces maîtres queux. Pourquoi manger des fraises en décembre ou des pommes au mois de juin? Même chose pour les poissons d'ailleurs. Attendez les bons arrivages. Bref, la bonne cuisine, c'est avant tout une question de choix, y compris pour ce qui accompagne les plats. À partir du moment où on veut arriver à un certain niveau, je crois que le vin est un complément indispensable de la cuisine. Et c'est une des raisons de la réussite de la cuisine française, d'après vous? Oh, très probablement, puisque la cuisine française est devenue ce qu'elle est grâce aux produits du terroir, n'est-ce pas, grâce à ces richesses que l'on trouve aux quatre coins de notre pays, aussi bien dans le sol que sur le sol. Et le vin, la vigne, fait partie de ces richesses. 13 heures, la petite armée des sommeliers entre en campagne. Les libations commencent. Règle du jeu, édictée par le club de vente de vin par correspondance qui a organisé le déjeuner. Chaque chef a composé un menu à partir de vins sélectionnés. Et quel vin? Meursault-Charles, Moulin à Vent, Gevrey-Chambertin, Château-Latour, Mouton Rothschild et Sauternes. Une véritable symphonie à la gloire de Bacchus. Mettant à nappe sur table les petits plats dans les grands, les plus importants fabricants de cristallerie et de porcelaine ont participé eux aussi à ces agapes. En point d'orgue, sur les 11 tables, 11 menus différents, capables de faire saliver les plus réticents tant les noms chantent aux oreilles et au palais. Goujonette de sole à l'orange, homard à l'anis, sel d'agneau au vieux Porto, consommé de rascasse aux huîtres de Belon, j'en passe, bien sûr. Il est 17h30, la fête est bientôt finie, elle a duré près de 4 heures. L'esprit critique un peu émoussé, vignerons, gastronomes, journalistes sont repus et contents, mais qui parmi eux se souvient que la gourmandise est le 5e des péchés capitaux? En sport, basket, la Bulgarie a battu la France par 87-76 dans les championnats d'Europe cet après-midi. En cyclisme, le Français Bernard Deca a gagné la 5e étape du Tour de l'Avenir. Et puis cet après-midi aussi, sur le circuit Bugatti au Mans, départ à 16h précises du 41e Bol d'Or motocycliste. Départ en épi, comme on le voyait dans le temps pour les automobiles. Maintenant, c'est réservé aux motos. Et dès le départ, c'est Jean-Paul Boinet sur Yamaha qui est parti en première position, suivi de Christian Léon sur Honda. Aucun incident pendant ce départ. Et ce soir, après 2 heures de course, c'est la Honda numéro 1 pilotée par le tandem Léon Chemarin qui se trouve en tête devant la Yamaha de Léliard et Husson et la Honda de l'équipage franco-finlandais Huguet et Koronen. Calendrier sportif chargé aujourd'hui puisqu'il y a également en football la 8e journée du championnat de France, une rencontre au sommet, Saint-Étienne, l'ancien champion contre Nantes, le nouveau, et puis à Paris, le Paris Saint-Germain rencontre Metz au Parc des Princes. Voici d'ailleurs des images du Parc des Princes. D'autres rencontres à noter, Lens qui reçoit Nice, le leader, ainsi que Monaco qui reçoit Lyon. Marseille va jouer à Nancy.
Il y a également une journée en championnat de 2e division. Les résultats de tous ces matchs et les buts de Paris Saint-Germain contre Metz, s'il y en a évidemment, dans le dernier journal présenté par Hervé Claude vers 23h35. Avant de se quitter très vite, 2 mots de la météo pour demain. Les températures auront encore un peu froid demain. Pas les températures, le thermomètre aura bien du mal à grimper demain. 4 degrés à Saint-Étienne, 5 degrés à Nancy, 6 degrés à Lyon ce matin et demain ça n'ira guère mieux. Il fera encore très frais pour la saison. Il faut s'attendre d'ailleurs à quelques gelées blanches dans l'intérieur du pays. La journée dans l'ensemble sera quand même bien ensoleillée, sauf quelques nuages sur le nord et la frontière belge. Je vous retrouverai demain soir avec plaisir et je vous souhaite vraiment une très belle soirée.